Notre histoire commence sur un monde qui nous est aujourd'hui presque méconnaissable. C'était l'époque du Pléistocène, l'ère glaciaire. De vastes calottes glaciaires recouvraient une grande partie des continents du Nord, sculptant le paysage. Le monde était un endroit plus rude pour survivre, une planète d'extrême où la vie s'accrochait malgré le froid. De vastes prairies grouillaient de vie, des troupeaux de créatures magnifiques parcouraient ces plaines. Au milieu de ce paysage, une nouvelle créature commençait à laisser sa marque. Homo sapiens. Ils avaient un esprit capable de curiosité et d'invention, et avaient appris à maîtriser le feu. Leur existence était tissée dans les rythmes de ce monde glacé. Leur survie dépendait de leur intelligence et de leur capacité à coopérer. Ils se révélaient être l'espèce la plus adaptable que le monde ait jamais connue. Qu'est-ce qui distinguait les premiers humains, leur permettant de survivre dans un monde impitoyable? La réponse se trouve dans leur crâne. Le cerveau humain a permis à nos ancêtres d'apprendre du passé et de planifier l'avenir. Cette pensée complexe a fait naître le langage, permettant le partage des connaissances entre les générations. Cette intelligence s'exprimait à travers leurs mains. Nos ancêtres sont devenus des maîtres fabricants d'outils. Ces outils ont surmonté les limitations physiques, aidant à la chasse et au traitement des ressources. Grâce à ces capacités, nos ancêtres ont commencé à créer de l'art. Dans les grottes, ils ont peint des images à couper le souffle, des expressions puissantes d'un esprit aux prises avec sa place dans le monde. Ce fut l'aube de la culture humaine. Notre espèce, l'Homo sapiens, est apparue en Afrique. Poussés par la curiosité et le besoin de nouvelles ressources, de petits groupes se sont aventurés. Ils ont commencé un voyage qui les mènerait finalement aux quatre coins de la planète. Chaque nouveau paysage présentait de nouveaux défis. Ils ont appris à construire des radeaux pour traverser les rivières et finalement les mers. En se répandant, ils ont rencontré d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens. Nous portons aujourd'hui l'héritage de ces lointains parents dans nos propres gènes. C'est l'histoire d'une seule espèce fragile, armée de peu plus qu'un esprit curieux et d'un esprit de coopération. Leur histoire est notre histoire. Pour comprendre qui nous sommes maintenant, nous devons d'abord revenir au tout début. À l'ère glaciaire, la survie était un combat. Le feu était crucial. Le foyer était le centre de l'existence, un phare de vie. Il apportait de la chaleur et tenait les prédateurs à distance. La cuisson débloquait les nutriments, rendant la nourriture plus sûre et plus facile à digérer, alimentant ainsi le développement du cerveau. Autour du feu, les sociétés se sont forgées. La vie se déroulait en petits groupes coopératifs. Les liens formés autour du feu maintenaient leur monde uni. Le savoir était partagé et les enfants apprenaient. Le foyer était la première salle de classe et chambre du conseil. C'est là que la mémoire collective était transmise. La technologie maîtresse de cette ère était la pierre. La capacité de regarder une simple roche et d'y voir le potentiel d'un outil était une compétence uniquement humaine. Nos ancêtres sont devenus des maîtres de ce que nous appelons le façonnage, l'art de sculpter la pierre en la frappant soigneusement avec une autre. Ils ont développé une compréhension intime de la géologie, recherchant des types de pierres spécifiques comme le silex, la chaire ou l'obsidienne. Ces matériaux se fracturaient de manière prévisible, permettant la création de bords incroyablement tranchants. C'était un artisanat qui exigeait une immense habileté, de la patience et un long apprentissage, avec des techniques transmises et affinées au cours de milliers d'années d'essais et d'erreurs. La panoplie d'outils d'un chasseur de l'âge de glace était diverse et sophistiquée. L'outil le plus emblématique était le biface, un outil en pierre en forme de goutte, qui était le couteau suisse du Paléolithique. Il pouvait être utilisé pour dépecer de grands animaux, couper du bois, déterrer des racines ou comme arme défensive. Mais leur arsenal allait bien au-delà de ce seul outil. Ils fabriquaient des éclats tranchants qui servirent de couteaux pour des coupes délicates et des racloirs robustes utilisés pour nettoyer les peaux d'animaux pour les vêtements et les abris. Les burins, qui étaient des pierres avec une pointe en forme de ciseau, étaient utilisés pour travailler l'os, le bois de cervidé et l'ivoire pour en faire d'autres outils plus spécialisés comme des aiguilles et des harpons.
Cette maîtrise de la technologie de la pierre a permis aux humains de devenir des prédateurs dominants. Dépourvus des armes naturelles que sont les grandes griffes ou les dents acérées, ils ont créé les leurs. Ils ont appris à attacher des pointes de pierre taillées et tranchantes à des hampes en bois, créant ainsi des lances mortelles. Cette innovation a changé la donne, leur permettant de chasser de grands animaux dangereux à une distance plus sûre. Elle représentait un nouveau niveau de pensée conceptuelle, combinant différents matériaux pour créer un outil composite bien plus efficace que la somme de ses parties. La lance n'était pas seulement une arme, elle était un symbole de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à surmonter nos limitations physiques grâce à la technologie. La création de ces outils démontre un esprit capable de pensée abstraite et de planification à long terme. Un artisan devait visualiser le produit fini à l'intérieur de la pierre brute. Il devait planifier une séquence de frappes précises pour obtenir la forme désirée sans briser la pièce. Ce processus, répété des millions de fois à travers le monde, était un exercice constant pour le cerveau humain. Il a renforcé les voies neuronales liées à la résolution de problèmes, à la motricité fine et à la prévoyance. Le fait même de fabriquer un outil, en un sens, aiguisait également l'esprit humain, le rendait plus capable et mieux préparé aux défis à venir. La chasse à l'âge de glace était un exploit d'intelligence et de travail d'équipe, pas seulement de force brute. Les proies, les mammouths, les bisons, étaient massives et dangereuses, exigeant plus que de simples lances aiguisées. Les chasseurs maîtrisaient leur environnement, utilisant leur connaissance du comportement animal et des migrations pour planifier des embuscades. Ils conduisaient les troupeaux dans des pièges naturels comme des ravins ou des falaises, coordonnant les rôles et communiquant avec précision. Le succès exigeait confiance et exécution irréprochable. Chaque chasseur dépendait des autres. La chasse était un ciment social, liant le groupe par le risque et la récompense partagée. Un seul mammouth pouvait nourrir et vêtir la communauté pendant des semaines. Chaque partie de l'animal était utilisée, de la viande à la peau en passant par les os, renforçant la coopération. Le traitement de la prise était un autre effort collectif, renforçant les liens sociaux. À travers ces rituels, les peuples de l'âge de glace non seulement survivaient, mais prospéraient ensemble. Les humains de l'ère glaciaire étaient nomades, se déplaçant au gré des saisons et des troupeaux. Leur voyage suivait un cycle bien connu, revenant au même campement familier année après année. Leurs abris allaient des grottes à d'ingénieuses huttes en os de mammouth, toujours conçues pour la portabilité. Leurs possessions étaient peu nombreuses et pratiques, outils, vêtements et des ornements qu'ils pouvaient transporter. Ce minimalisme favorisait l'adaptabilité et une connaissance approfondie du territoire. Ils lisaient le paysage comme une carte vivante, connaissant chaque ressource et chaque danger. Leur monde était dynamique, façonné par le mouvement et un apprentissage constant. La sagesse écologique, transmise de génération en génération, était leur plus grand héritage. Ils vivaient comme faisant partie de la Terre, pas seulement sur elle. Les esprits de l'ère glaciaire allaient au-delà de la survie, créant de l'art et du sens. Au fond des grottes, ils peignaient des animaux avec un réalisme étonnant, utilisant de l'ocre et du charbon de bois. Le but de cet art reste mystérieux. Rituel, document ou pure expression. Ils sculptaient des figurines et des perles, laissant entrevoir une spiritualité et une identité. Ces créations révèlent un peuple qui s'interrogeait, rêvait et cherchait la beauté. Les artefacts montrent la naissance de systèmes de croyances et de rituels. La culture a émergé, les humains ont commencé à interpréter et à enregistrer leur monde. Ce fut l'aube de l'imagination humaine. À la fin de l'ère glaciaire, la Terre s'est réchauffée et le monde s'est transformé. La fonte des glaciers a élevé le niveau des mers, remodelant les continents et engloutissant d'anciennes terres. La steppe à mammouth a disparu, remplacée par des forêts. La mégafaune a disparu. Les chasseurs humains et le changement climatique ont mené de nombreux géants à l'extinction. Pour les humains, ce bouleversement fut à la fois une crise et une opportunité. Les anciennes méthodes, suivre les troupeaux à travers les plaines gelées, sont devenues impossibles. Les nouveaux environnements offraient du poisson, du petit gibier et des plantes diverses.
L'adaptation était essentielle. Survivre signifiait accepter le changement. L'ère des géants a pris fin et l'humanité se trouvait à un carrefour. Une nouvelle ère était sur le point de commencer. Alors que le monde se réchauffait, le croissant fertile devint un berceau d'abondance. Le blé sauvage, l'orge, les noix et le gibier proliférèrent, permettant aux populations de s'établir plus longtemps au même endroit. Les camps devinrent semi-permanents, et de nouveaux outils, faucilles, meules, fosses de stockage, émergèrent. La vie passa d'un mouvement constant à une récolte saisonnière. Les gens commencèrent à accumuler des biens et à construire des abris plus solides. Les communautés devinrent plus grandes et plus complexes. La culture natoufienne fit le pont entre la vie nomade et sédentaire. Ils vivaient aux portes de l'agriculture, récoltant les richesses sauvages. Bientôt, ils apprendraient à la maîtriser. Le passage de la cueillette à l'agriculture fut graduel, né de l'observation et de l'expérimentation. Des grains éparpillés germaient près des campements, révélant le lien entre la graine et la plante. Les gens commencèrent à semer délibérément, favorisant les plantes aux grains plus gros et plus faciles à récolter. Au fil des générations, les herbes sauvages devinrent des cultures domestiquées, dépendantes des humains. Ce fut le premier acte de génie génétique. La domestication animale suivit. Les éleveurs géraient et reproduisaient des chèvres et des moutons dociles. L'élevage sélectif rendit les animaux plus dociles et plus productifs. L'agriculture et l'élevage fournirent des aliments et des ressources fiables. La nature sauvage fut lentement soumise au contrôle humain. L'humanité était au seuil de la civilisation. La nouvelle stratégie révolutionnaire de l'agriculture exigeait un changement profond dans le mode de vie humain. Les gens devaient rester au même endroit. Les cultures devaient être plantées, entretenues, protégées des parasites et finalement récoltées. Cet engagement envers la terre signifiait que l'ancien rythme de vie nomade devait être abandonné. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, de grands groupes de personnes ont commencé à construire et à vivre dans des établissements permanents. Ils ne faisaient plus que traverser le paysage. Ils le modelaient activement et y mettaient racine. Ce fut l'aube du village, l'unité fondamentale de la société humaine sédentaire. Ces premiers villages ne ressemblaient à rien de ce qui les avait précédés. Sur des sites comme Jéricho dans la vallée du Jourdain ou Çatalhöyük dans la Turquie moderne, les archéologues ont mis au jour les vestiges de colonies substantielles et densément peuplées. Les maisons n'étaient plus des abris temporaires en os et en peau, mais des structures permanentes construites en briques de terre crue et en bois. À Çatalhöyük, les maisons étaient si serrées qu'il n'y avait pas de rue. Les gens se déplaçaient sur les toits et entraient chez eux par des ouvertures dans le plafond. Cette nouvelle permanence a permis une accumulation de biens matériels, de la poterie pour stocker la nourriture et l'eau, des outils plus élaborés et des objets décoratifs, ce qui aurait été impossible pour un groupe nomade. La vie en village a créé un nouveau type d'environnement social. Les gens vivaient désormais en groupe beaucoup plus grand, côte à côte, avec les mêmes voisins pendant toute leur vie. Cela a exigé de nouvelles règles et de nouvelles façons d'organiser la société pour gérer les conflits et coordonner les tâches communales comme la construction de défenses ou de canaux d'irrigation. Bien que les premières communautés agricoles aient probablement été assez égalitaires, des preuves de différenciation sociale commencent à apparaître. Certaines maisons sont plus grandes que d'autres, certaines sépultures contiennent des objets funéraires plus élaborés, suggérant l'émergence d'un statut et peut-être les débuts de rôle de leadership au sein de la communauté. La simple bande familiale évoluait vers quelque chose de plus complexe. Cette nouvelle vie sédentaire a également créé de nouveaux défis et de nouvelles anxiétés. Les agriculteurs dépendaient désormais entièrement du succès de leur récolte. Une période de sécheresse, une inondation ou une maladie des cultures pouvait signifier un désastre pour toute la communauté. Cette dépendance à l'égard de forces indépendantes de leur volonté a probablement donné naissance à de nouvelles croyances et rituels religieux axés sur l'assurance de la fertilité de la terre, des animaux et des personnes. Sur des sites comme Göbekli en Turquie, avant même le plein développement de l'agriculture, des chasseurs-cueilleurs
ont construit d'énormes temples de pierre élaborés, suggérant un besoin profond de faire appel à, et peut-être de contrôler, les forces puissantes qui régissaient leur nouveau monde. L'adoption de l'agriculture fut un compromis complexe aux conséquences profondes. L'agriculture a permis l'accroissement des populations, la croissance des villes et la spécialisation du travail. Cette nouvelle façon de vivre offrait une sorte de sécurité. Cependant, cette sécurité a eu un prix élevé. Le régime alimentaire des premiers agriculteurs était souvent moins varié et moins nutritif. De plus, les établissements denses sont devenus des foyers de nouvelles maladies. Cette révolution agricole fut le grand tournant de notre histoire, menant au monde moderne. Nous avons troqué la liberté de la vie nomade contre la sécurité de la vie sédentaire. Ce fut un accord qui apporta à la fois d'immenses bénéfices et des coûts imprévus. Les graines semées il y a 10 000 ans ont donné naissance au monde que nous habitons aujourd'hui. L'agriculture a créé un surplus alimentaire, permettant à certains de se consacrer à d'autres activités. Cette spécialisation a entraîné la croissance des villages en villes, concentrant les gens et les idées. Les premières villes ont émergé en Mésopotamie, comme Uruk, devenant des centres de population et d'innovation. Les ziggourats servèrent de temples et de centres administratifs. Cela a accéléré l'innovation, faisant des villes des creusets de créativité. Ce processus s'est déroulé indépendamment dans d'autres vallées fluviales, comme le Nil et l'Indus, représentant un changement fondamental vers des sociétés et des empires complexes. À mesure que les villes grandissaient, les dirigeants avaient besoin de nouvelles façons de gérer de vastes quantités d'informations. Vers 3500 JC, les cités sumériennes de Mésopotamie ont inventé l'écriture. Initialement utilisés pour la comptabilité, les pictogrammes étaient gravés sur des tablettes d'argile humide. Ce système, le cunéiforme, a évolué pour représenter des sons et des idées, figeant le langage parlé dans le temps. Cette révolution de l'information a permis aux dirigeants d'administrer efficacement les territoires, de codifier les lois et d'accumuler des connaissances. L'alphabétisation était limitée aux scribes d'élite, créant une division sociale et consolidant le pouvoir de la classe dirigeante. Le mot écrit a apporté un monde nouveau, plus structuré. Les sociétés égalitaires des villages agricoles ont cédé la place à un ordre social plus rigide dans les villes. Le nombre de personnes exigeait une nouvelle gouvernance pour maintenir l'ordre. Au sommet se tenait le roi, alliant autorité religieuse et politique. Il était considéré comme un dieu ou un intermédiaire entre le peuple et les dieux. Sous le roi se trouvaient les prêtres et les nobles. Les prêtres géraient les temples, cœur économique et spirituel de la ville. Ensemble, le roi, les prêtres et les nobles formaient une élite dirigeante qui contrôlait la richesse de la ville. La grande majorité était composée de roturiers, y compris les agriculteurs et les artisans. Leur vie était définie par des obligations envers l'État et le temple. Ce fut la naissance de la stratification sociale. Au bas de l'échelle se trouvaient les esclaves. Leur vie était dure et ils étaient considérés comme de la propriété. C'était un nouveau contrat social, offrant la stabilité au prix de la liberté. L'émergence de cités-États puissantes et bien organisées a inévitablement mené à la compétition et au conflit. Les villes se sont disputées le contrôle de ressources précieuses, comme l'eau, les terres fertiles et les routes commerciales. Cette compétition a souvent dégénéré en guerre, menée désormais à une échelle beaucoup plus vaste et organisée que jamais auparavant. Les rois ont levé des armées permanentes, équipées de nouvelles armes en métal et dirigées par des soldats professionnels. La victoire en guerre apportait de grandes récompenses, le butin, le territoire et les captifs qui pouvaient être réduits en esclavage. Les villes victorieuses se sont développées en conquérant leurs voisins, les absorbant dans une entité politique plus vaste. Ce fut le début d'une nouvelle structure politique, l'Empire. L'un des premiers véritables empires du monde fut forgé par Sargon d'Akkad en Mésopotamie. Vers 2334 avant JC, il conquit les cités-États indépendantes de Sumer et les unit sous son règne unique, créant un vaste État multiethnique qui s'étendait sur le croissant fertile. C'était un nouveau modèle de pouvoir.
Un empire n'était pas seulement un grand royaume, c'était un État qui régnait sur des peuples et des territoires divers, les maintenant souvent unis par la force militaire et une administration centralisée. L'empire de Sargon a créé un précédent qui serait copié et développé par une succession d'États puissants, des Babyloniens et des Assyriens aux Égyptiens et aux Hittites. La création de ces vastes empires a eu un impact profond sur l'histoire humaine. Ils ont brisé l'isolement des premières cités-États et créé d'immenses zones de paix et de stabilité relative. À l'intérieur des frontières d'un empire, le commerce pouvait prospérer sur de longues distances, protégé par l'armée de l'empereur. Des routes ont été construites pour accélérer le mouvement des troupes et des messagers, mais elles ont également servi d'artères pour le commerce et la communication. Les idées, les technologies, les langues et les cultures se sont répandues plus rapidement et plus largement que jamais auparavant. L'Empire était un puissant moteur d'échanges culturels et d'assimilation, mélangeant les peuples à une échelle sans précédent. Cependant, l'âge des empires fut aussi un âge de conquête brutale et d'oppression. Le projet impérial était bâti sur la violence et l'assujettissement des peuples conquis, qui étaient contraints de payer de lourds tributs à leurs nouveaux maîtres. Les soulèvements et les rébellions étaient fréquents et étaient généralement écrasés avec une efficacité impitoyable. Les grands monuments et palais construits par les empereurs étaient de souvent construits avec le travail forcé des captifs et des sujets. La paix et la prospérité dont jouissait le cœur de l'Empire avaient souvent un coût terrible pour ceux qui vivaient en périphérie. Pour le meilleur et pour le pire, l'Empire est devenu la forme dominante de l'organisation politique pour les plusieurs milliers d'années à venir. L'essor des civilisations s'est accompagné d'une accélération spectaculaire de l'innovation technologique. La concentration des personnes et des ressources dans les villes, combinée aux exigences des dirigeants pour des temples plus grandioses et des armes plus efficaces, a stimulé de nouvelles découvertes. L'une des plus importantes fut la maîtrise des métaux. Les humains utilisaient depuis longtemps des métaux naturels comme l'or et le cuivre, mais vers 3000 avant J.C., des artisans du Proche-Orient ont découvert qu'en mélangeant du cuivre avec une petite quantité d'étain, ils pouvaient créer un nouvel alliage beaucoup plus dur et plus durable, le bronze. Cette découverte fut si transformatrice qu'elle a donné son nom à toute une ère de l'histoire humaine. L'âge du bronze a révolutionné à la fois la guerre et l'agriculture. Le bronze pouvait être moulé en épée, fer de lance et casques tranchants et durables, donnant aux armées qui en étaient équipées un avantage décisif sur celles utilisant des armes en pierre ou en cuivre simple. Il a également permis la création d'outils plus efficaces, tels que des charrues plus solides, capables de briser les sols plus durs, et des haches plus résistantes pour défricher les forêts. La production de bronze nécessitait une connaissance complexe de la métallurgie et l'accès à des réseaux commerciaux pour obtenir le minerai d'étain rare. C'était un matériau de haute technologie pour l'époque et son contrôle était souvent un facteur clé de la puissance d'un État. Nulle part, la puissance technologique et organisationnelle de ces premières civilisations n'est plus évidente que dans leur architecture monumentale. En Égypte, les pharaons commandaient une main-d'œuvre de dizaines de milliers de personnes pour construire leurs tombes, les grandes pyramides. La grande pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khéops, est un chef-d'œuvre d'ingénierie, construite à partir de plus de 2 millions de blocs de pierre massifs avec une précision époustouflante. Ces structures n'étaient pas de simples tombes, elles étaient de puissantes affirmations de l'autorité divine du pharaon et des immenses ressources qu'il pouvait commander. Elles nécessitaient des connaissances sophistiquées en mathématiques, en géométrie et en logistique pour être planifiées et exécutées. Au-delà des métaux et des monuments, cette ère a vu une foule d'autres inventions cruciales. Le tour de potier a permis la production de masses de récipients en céramique standardisés. Le développement de la voile a exploité la puissance du vent, permettant aux navires de voyager plus loin et de transporter plus de marchandises, élargissant les réseaux commerciaux à travers les mers. La charrette à roues, utilisée pour la première fois en Mésopotamie et dans les steppes eurasiennes, a révolutionné le transport terrestre. Chacune de ces innovations s'est appuyée sur les autres, créant une boucle de rétroaction de progrès.
Les nouvelles technologies de l'âge du bronze ont donné à l'humanité un pouvoir sans précédent pour façonner l'environnement, projeter la force militaire et connecter des sociétés lointaines. Après la chute de Rome, l'Europe s'est repliée sur elle-même. Au XIVe et XVe siècle, une nouvelle énergie s'est manifestée en Italie, puis s'est répandue. Ce fut la Renaissance, signifiant renaissance, un profond mouvement culturel. Les érudits et les artistes se sont tournés vers la Grèce et la Rome antique pour trouver l'inspiration. Elle a recentré l'attention sur la célébration de l'accomplissement humain. Des artistes comme Léonard de Vinci ont rompu avec les styles médiévaux, dépeignant le réalisme et la profondeur. L'imprimerie a permis la production de masse de livres. Cette ère a créé l'homme de la Renaissance, excellent dans divers domaines. Cela reflétait la confiance dans les capacités humaines. Pendant des millénaires, les océans ont été des barrières. Mais pour l'Europe de la Renaissance, ils ressemblaient à des autoroutes vers la richesse. Alimentée par les avancées en matière de construction navale et de navigation, une nouvelle ère d'exploration a commencé. En 1492, Christophe Colomb partit vers l'ouest, espérant trouver un raccourci vers l'Asie. Son arrivée dans les Caraïbes a connecté deux mondes séparés depuis des milliers d'années. Cet échange allait transformer la planète. Les décennies qui suivirent furent le théâtre d'une explosion de l'exploration européenne, poussée par une soif d'or et le désir de répandre le christianisme. L'échange colombien fut le plus grand échange de plantes, d'animaux et d'idées de l'histoire. Mais cet échange eut aussi un côté sombre et dévastateur. Les maladies européennes provoquèrent un effondrement démographique catastrophique. Tandis que les explorateurs redessinaient la carte du monde, des pionniers commencèrent à remodeler les cieux, lançant ainsi la révolution scientifique. Pendant plus de 1000 ans, le modèle géocentrique de Ptolémée plaça la Terre au centre. En 1553, Nicolas Copernic proposa un modèle héliocentrique, centré sur le Soleil. Les observations de Galilée avec son télescope brisèrent l'ancienne vision du monde, apportant des preuves pour Copernic, mais menant à son procès. Les lois du mouvement et de la gravitation universelle d'Isaac Newton montrèrent l'univers comme une machine ordonnée, compréhensible par l'esprit humain. La révolution scientifique a inspiré les penseurs des Lumières au XVIIIe siècle. Ce mouvement intellectuel a défendu la logique, le scepticisme et la quête du savoir. Des penseurs comme John Locke ont remis en question les traditions et les institutions. Au cœur de la pensée des Lumières se trouvait une nouvelle idée sur l'individu et sa relation à l'État. Locke a soutenu que tous les individus naissent avec des droits naturels à la vie, à la liberté et à la propriété. Si un gouvernement viole ces droits, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir. Ces idées se sont répandues rapidement, inspirant une classe moyenne montante et alimentant les demandes de réformes politiques. Elles ont jeté les bases de la démocratie moderne, promouvant la conviction que la société pouvait être perfectionnée par la raison. Les idéaux des Lumières ont inspiré les révolutions américaines et françaises. Ces révolutions ont remodelé la carte politique, mettant fin à l'ère des rois. Les révolutions politiques du XVIIIe siècle furent bientôt suivies d'une révolution technologique. Cette nouvelle ère commença avec le sifflement de la vapeur en Grande-Bretagne. L'invention d'une machine à vapeur efficace brisa les anciennes limites, libérant une vaste nouvelle source d'énergie. Ce fut la naissance de la révolution industrielle. La première industrie à être transformée fut celle du textile, créant les premières usines. Cette nouvelle puissance industrielle fut bientôt mise sur roue, avec le développement de la locomotive à vapeur. Ce fut sans doute l'innovation la plus transformatrice de l'époque. C'était la manifestation physique d'un monde nouveau, plus rapide, plus interconnecté. L'impact de cette révolution énergétique se propagea à travers le monde. Cette demande alimenta une nouvelle vague de colonialisme. Cela a fondamentalement réorganisé l'équilibre mondial des pouvoirs. Le système des usines a déclenché une migration rapide, les gens affluant vers les centres industriels à la recherche de travail. La vie dans ces villes contrastait fortement avec le monde rural. Le travail dans les usines et les mines était ardu et dangereux. Les ouvriers travaillaient de longues heures dans des conditions dangereuses pour de bas salaires. Les conditions de vie étaient difficiles.
Les immeubles surpeuplés manquaient d'installations sanitaires de base. Les maladies se propageaient rapidement et les taux de mortalité infantile étaient élevés. C'était un lieu de difficulté et de pauvreté pour beaucoup. L'expérience partagée a créé une nouvelle classe sociale, le prolétariat urbain. Les ouvriers se sont organisés pour lutter pour de meilleures conditions, formant des syndicats et menant des grèves. Ces luttes ont donné naissance à de nouvelles idéologies politiques comme le socialisme. Le XXe siècle a vu les forces libérées par la révolution industrielle s'accélérer à un rythme vertigineux, connectant la planète tout en créant de nouvelles et terribles formes de conflits. Les innovations ont continué à affluer. Le développement du moteur à combustion interne a conduit à l'automobile et à l'avion, révolutionnant davantage le transport et la mobilité personnelle. L'exploitation de l'électricité a apporté la lumière dans les foyers et alimenté une nouvelle vague d'appareils de consommation. Les avancées scientifiques en médecine, telles que la découverte des antibiotiques et le développement des vaccins, ont considérablement réduit les taux de mortalité et augmenté l'espérance de vie, entraînant une explosion démographique à l'échelle mondiale. La capacité de l'humanité à façonner son monde semblait presque illimitée. Cependant, cette même prouesse technologique et puissance industrielle ont également produit les conflits les plus destructeurs de l'histoire. La première moitié du siècle a été dominée par 2 guerres mondiales dévastatrices. Le carnage à l'échelle industrielle de la guerre des tranchées lors de la Première Guerre mondiale et le conflit mondial et le génocide de la Seconde Guerre mondiale ont été rendus possibles par les technologies mêmes qui avaient promis le progrès. De nouvelles armes comme la mitrailleuse, le char, le bombardier et finalement la bombe atomique ont démontré la terrifiante nouvelle capacité de l'humanité à s'autodétruire. Ces conflits ont redessiné la carte du monde, brisé les anciens empires et laissé une profonde cicatrice sur la psyché humaine. L'ère d'après-guerre a été définie par une nouvelle impasse mondiale, la guerre froide, entre 2 superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, armés de suffisamment d'armes nucléaires pour détruire la civilisation de nombreuses fois. Pourtant, cette période a également vu une poursuite de la connexion mondiale. De nouvelles institutions comme les Nations Unies ont été créées pour favoriser la coopération internationale et prévenir les guerres futures. Le transport aérien et les télécommunications, y compris le téléphone et la télévision, ont rendu le monde plus petit et plus accessible que jamais. La mondialisation économique s'est accélérée, avec les entreprises multinationales et les marchés financiers, créant une économie mondiale unique et intégrée pour le meilleur et pour le pire. À la fin du siècle, l'humanité avait accompli des choses incroyables. Nous avions marché sur la Lune, éradiqué des maladies comme la variole et créé une culture mondiale où les idées et les images pouvaient être partagées presque instantanément. Mais ce progrès s'est accompagné d'immenses défis. La combustion des combustibles fossiles qui alimentaient nos industries a commencé à altérer dangereusement le climat mondial. L'écart entre les nations riches et pauvres est resté immense, et la croissance rapide de la population humaine a exercé une pression sans précédent sur les ressources finies de la planète. L'ère moderne fut un paradoxe de triomphe et de difficulté, de connexions sans précédent et de nouveaux dangers profonds. Alors que le XXe siècle s'achevait, une révolution basée sur l'information a tranquillement pris de l'ampleur. L'invention clé fut le microprocesseur, une minuscule puce capable d'effectuer des calculs à des vitesses incroyables. Cela a permis de construire des ordinateurs suffisamment abordables pour que les particuliers puissent en posséder. La création d'Internet a été le véritable catalyseur. Dans les années 90, Internet a été transformé en un médium convivial, ouvert au public. Cela a créé un réseau mondial où chacun pouvait publier des informations et communiquer avec n'importe qui d'autre. L'impact de cette révolution a transformé notre façon de travailler, de faire du shopping, d'apprendre et de nous divertir. La capacité d'accéder au savoir depuis notre poche a donné du pouvoir aux individus. L'ère numérique a connecté l'humanité, créant une seule conversation mondiale, mais présente aussi de nouveaux défis. Comme les révolutions passées, la révolution numérique redéfinit ce que signifie être humain.
Notre histoire est un voyage d'une ampleur incroyable. De l'ère glaciaire à l'écran numérique, d'une poignée de nomades à une civilisation mondiale. Nous devons imaginer les pas lents de nos ancêtres alors qu'ils se répandaient sur les continents. Chaque pas était un acte de courage. C'est l'histoire de vies ordinaires contribuant à l'élan de notre espèce. Nous avons commencé à la merci des éléments avec des pierres taillées et le feu. Aujourd'hui, nous remodelons la planète, fissionnons l'atome et explorons d'autres mondes. Ce voyage est un témoignage de notre adaptabilité. Notre avantage a toujours été notre esprit, capable d'apprendre et de coopérer. Nous nous adaptons en changeant notre comportement et nos outils. Le désir de communauté nous connecte à travers les réseaux numériques. La curiosité anime notre recherche scientifique. Notre essence reste connectée au passé ancien. L'histoire de l'humanité est pleine de paradoxes. Nos plus grandes forces révèlent souvent nos plus profonds défauts. Notre capacité de coopération nous a permis de bâtir des civilisations. Pourtant, ce même instinct alimente le tribalisme et la division. Notre soif d'innover a été le principal moteur de notre succès. Mais cette prouesse a eu un coût énorme, créant de nouveaux problèmes complexes. Nous manquons souvent de prévoyance pour anticiper les conséquences à long terme, laissant aux générations futures le soin de gérer les effets secondaires de notre progrès. Bien que nous vivions dans un monde de gratte-ciel et de communication instantanée, nous sommes, à bien des égards, toujours les gens de l'âge de glace. Nos cerveaux et nos réponses émotionnelles ont été forgés dans ce monde ancien, adaptés à la chasse et à la cueillette nomade. Cette histoire persiste, des instincts en décalage avec notre environnement moderne. Considérez notre relation avec la nourriture. Nos ancêtres recherchèrent des aliments rares et riches en calories pour survivre. Aujourd'hui, ces aliments sont bon marché et abondants, ce qui entraîne l'obésité et les maladies cardiaques. Cette déconnexion s'étend à nos vies sociales. Nous avons évolué pour vivre en petites communautés, mais nous vivons maintenant dans des villes anonymes, ce qui mène à la solitude. Les stress modernes diffèrent des dangers aigus pour lesquels nos systèmes ont été conçus. Nos cerveaux ont du mal avec les crises à long terme comme le changement climatique. Comprendre notre passé évolutif est crucial pour relever les défis modernes. Notre voyage nous a menés à un moment unique dans l'histoire de notre planète. Pour la première fois, une seule espèce, la nôtre, est devenue la force dominante du changement à l'échelle mondiale. Nos activités collectives ont altéré l'atmosphère, modifié les océans et déclenché une vague d'extinction. De nombreux scientifiques affirment que nous vivons dans l'Anthropocène, l'ère de l'homme. Désormais, l'avenir du climat, la survie des espèces et la santé de la planète reposent lourdement entre nos mains. Ce nouveau pouvoir s'accompagne d'une responsabilité formidable et sans précédent. Nous devons apprendre à penser comme une planète, à gérer les systèmes complexes de maintien de la vie de notre seule maison avec sagesse et prévoyance. L'histoire de l'Anthropocène n'est pas encore entièrement écrite et le choix nous appartient. Et ainsi, notre saga épique nous amène à aujourd'hui. Nous nous tenons au bord du futur, contemplant un chapitre encore à écrire. L'histoire de l'humanité est loin d'être terminée. Les mêmes forces d'innovation, de coopération et de compétition qui ont façonné notre passé continuent de nous propulser vers l'avant. Les avancées dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le génie génétique et la nanotechnologie promettent de remodeler notre monde. Ces transformations à venir soulèvent de profondes questions sur ce que signifie être humain. Les choix que nous ferons dans les décennies à venir résonneront pendant des siècles. Notre voyage pourrait aussi être sur le point de franchir sa prochaine étape logique, au-delà de notre planète d'origine. Ce serait la continuation de la grande migration qui a commencé lorsque nos ancêtres sont sortis d'Afrique. C'est une réalité que nous sommes en train de créer activement. La saga continue. Le prochain chapitre nous appartient.